J'ai tourné la clé dans la serrure, complètement épuisé après une autre journée harassante au bureau. Les derniers mois avaient été particulièrement difficiles. Un nouveau projet exigeait ma présence constante. Je partais tôt le matin, et je rentrais tard le soir. Parfois, j'avais l'impression de vivre au travail, et non plus à la maison. Mais je faisais cela pour nous, pour notre avenir, pour cette vie que Sophia et moi avions prévu de construire ensemble. La maison m'a accueilli dans l'obscurité, à l'exception de la lueur chaude et vacillante qui provenait de la salle à manger. Je me suis arrêté dans l'entrée, retirant ma veste, et j'ai tendu l'oreille. Le silence. Seule une légère odeur de vanille et de jasmin. Ses bougies parfumées préférées. Quelque chose se passait, et c'était inhabituel. Sophia et moi n'avions rien organisé de tel depuis longtemps. Notre vie s'était transformée en une routine, travail, maison, de courtes conversations pendant le dîner, puis la télévision avant de dormir. Je me suis dirigé lentement vers la salle à manger, et ce que j'ai vu m'a serré le cœur un instant. Des bougies étaient partout, sur la table, sur la commode, sur le rebord de la fenêtre. Il y en avait au moins une vingtaine. Elles projetaient des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère d'intimité et de romance. La table était dressée avec notre plus belle porcelaine, celle que nous avions reçue en cadeau de mariage et que nous ne sortions que pour les grandes occasions. Les verres étaient déjà remplis de vin rouge. J'ai reconnu la bouteille de ce cher cabernet que nous gardions pour un moment important. Et Sophia, elle se tenait près de la table, dans cette robe rouge que je lui avais offerte pour Noël dernier. Elle l'avait essayée une seule fois, puis l'avait rangée dans l'armoire, disant qu'elle était trop élégante pour une soirée ordinaire. Ses cheveux sombres étaient coiffés en douces ondulations, son maquillage était impeccable, et son sourire. Son sourire était éblouissant, presque trop éclatant, comme si elle faisait un effort démesuré pour paraître heureuse. Surprise, a-t-elle dit doucement, en s'approchant de moi et en m'embrassant sur la joue. Son parfum m'a enveloppé. Le même que celui dont je me souvenais de nos premiers rendez-vous. J'ai pensé que nous avions besoin d'une soirée spéciale tous les deux. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas vraiment passé de temps ensemble. Quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas expliquer ce sentiment, mais il était là, au fond de ma poitrine, un pressentiment glacial. Ces derniers mois, Sophia avait changé. Elle était devenue distante, toujours occupée, toujours avec son téléphone à la main. Quand j'essayais de lui parler, elle répondait par monosyllabes. Son regard était ailleurs, lointain. Elle avait pris de nouvelles habitudes. Elle avait commencé à aller à la salle de sport le soir, alors qu'elle détestait l'exercice physique auparavant. Elle restait tard après le travail, prétextant de nouveaux projets. Et quand je proposais de passer le week-end ensemble, elle trouvait toujours des raisons de refuser. J'ai souri en retour, essayant de ne pas montrer mon inquiétude. C'est merveilleux, chérie. Tout est magnifique. Tu t'es donné beaucoup de mal. Nous nous sommes assis à table, et j'ai fait semblant d'admirer les plats qu'elle avait préparés. Un filet de bœuf avec des légumes grillés. Mon gratin de pommes de terre préféré. Tout était parfait. Trop parfait. Sophia parlait de sa journée, d'une nouvelle collègue au travail, et du fait que nos soirées ensemble lui manquaient. Mais ses yeux glissaient constamment vers son téléphone, qu'elle avait posé face contre la table sur le comptoir de la cuisine. Puis il a vibré. La brève vibration d'un message entrant a fendu notre conversation. Sophia a sursauté. Son sourire a disparu une seconde, remplacé par une expression de nervosité. Elle a rapidement jeté un coup d'œil à son téléphone, puis de nouveau à moi. « Tu ne vas pas regarder ?» ai-je demandé, aussi nonchalamment que possible, en portant un morceau de viande à ma bouche. « Non, ce n'est rien d'important. Cette soirée est juste pour nous. Rien d'autre ne compte. » Mais j'avais déjà vu le nom sur l'écran avant qu'elle ne retourne le téléphone. Marcus. 3 syllabes qui ont instantanément glacé mon sang. Marcus, mon meilleur ami depuis l'université, l'homme qui avait été mon témoin à notre mariage, qui nous avait aidés à déménager dans cette maison, qui connaissait tous mes secrets, tous mes espoirs et toutes mes peurs. Marcus, en qui j'avais autant confiance qu'en moi-même. J'ai continué à manger, à sourire, à entretenir la conversation. À l'intérieur de moi, quelque chose s'était brisé, mais à l'extérieur, je suis resté calme. J'avais besoin de certitude. C'était peut-être un message anodin. Peut-être que je devenais paranoïaque après de longues semaines de stress au travail,
mais au fond de moi, je connaissais déjà la vérité. Cette soirée a duré une éternité. Nous avons fini le vin. Elle a apporté le dessert, mon tiramisu préféré. Nous avons parlé de nos projets pour l'été, de partir en vacances. Pendant tout ce temps, je l'observais, remarquant les moindres détails, comment elle évitait mon regard direct, comment ses doigts jouaient nerveusement avec sa serviette, comment elle riait un peu trop fort à mes blagues qui n'étaient pas si drôles. La nuit, quand elle s'est enfin endormie à côté de moi, je me suis levé doucement et je suis allé au salon. Son ordinateur portable était sur le canapé. Je connaissais le mot de passe. Nous ne nous étions jamais cachés nos appareils. Ou du moins, c'est ce que je croyais. J'ai ouvert sa boîte mail, puis les réseaux sociaux, puis les messageries. Ce que j'y ai trouvé a dépassé mes pires soupçons. Les messages remontaient à des mois, 6 mois de correspondance, de photos, de plans de rencontres, de mots d'amour, de plaisanteries sur ma naïveté, sur la facilité avec laquelle on pouvait me tromper. Il est tellement occupé par son travail, il ne remarque même rien, lui avait-elle écrit 3 semaines plus tôt. Je sais, mais tout va bientôt changer, avait-il répondu. J'ai refermé l'ordinateur et je me suis assis dans le noir, laissant la vérité m'envahir complètement. Le dîner romantique n'était pas un geste d'amour. C'était un acte de culpabilité, ou peut-être pire. Une façon d'endormir ma méfiance. Cette nuit-là, j'ai pris une décision, il n'y aurait ni cris, ni larmes, ni scène dramatique. Il y aurait autre chose, quelque chose de froid, de calculé et d'absolument impitoyable. Ils allaient payer tous les deux, mais ils ne comprendraient même pas ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'esprit clair et le cœur de glace. Sophia s'est réveillée, s'est étirée et m'a souri de la même manière que la veille. La même fausse tendresse dans les yeux. Je lui ai souri en retour, je l'ai embrassée sur le front et je lui ai dit que la soirée avait été merveilleuse, que nous devions faire cela plus souvent. Elle a rayonné, visiblement satisfaite que sa mise en scène ait réussi. Si seulement elle avait su que j'avais déjà vu toute la vérité. Pendant les 3 semaines suivantes, je me suis transformé en mari parfait, je rentrais plus tôt, j'offrais des fleurs sans raison, je m'intéressais à ses journées, je proposais d'aller au restaurant. Sophia était ravie. Elle a même dit à une amie au téléphone, je l'ai entendu par hasard, que je lui portais enfin de nouveau attention. Elle ne comprenait pas que je la gardais simplement près de moi pour mieux contrôler la situation. Chacun de ses mouvements, chaque appel, chaque message, tout était sous ma surveillance. Mais le vrai travail se faisait ailleurs. J'ai commencé par Marcus. Mon travail dans le secteur financier me donnait certains avantages, des relations, de l'influence, et une compréhension du fonctionnement des affaires. Marcus possédait une petite agence de marketing qu'il avait fondée 5 ans plus tôt. L'entreprise n'était pas très grande, mais elle était stable, avec 3 clients majeurs qui assuraient l'essentiel de ses revenus. Je le savais, car je l'avais moi-même aidé avec son plan d'affaires à l'époque, lui donnant des conseils sur la gestion financière. L'un de ses clients, un fabricant de compléments alimentaires sportifs, travaillait avec un fonds d'investissement où j'avais de bonnes relations avec un associé. Je l'ai invité à déjeuner dans un restaurant chic. Nous avons parlé du marché, des perspectives, et de l'importance de travailler avec des prestataires fiables. Au détour de la conversation, j'ai mentionné que j'avais entendu des rumeurs inquiétantes sur certaines agences de marketing qui ne respectaient pas leurs engagements, laissant tomber leurs clients à des moments critiques. Je n'ai pas donné de nom, mais j'ai subtilement orienté la conversation pour qu'il songe lui-même à vérifier ses prestataires. Une semaine plus tard, ce client a rompu son contrat avec Marcus, invoquant la nécessité de revoir sa stratégie marketing. Le deuxième client, une chaîne de salles de sport, était plus simple. Je connaissais personnellement le propriétaire. Nous jouions au golf ensemble le week-end. Au cours d'une partie, j'ai mentionné avoir entendu parler de problèmes d'éthique dans certaines entreprises de marketing, et de la manière dont certaines agences abusaient de la confiance de leurs clients. J'ai raconté une histoire inventée sur une connaissance qui s'était fait duper par son responsable marketing. J'ai semé la graine du doute. 2 semaines plus tard, Marcus a perdu ce client également. J'observais de loin son monde commencer à s'effondrer. Il m'appelait. Sa voix était anxieuse, il me parlait de cette étrange série de revers, disant qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Je compatissais, je lui disais les mots de soutien appropriés, je lui proposais mon aide. C'est peut-être juste une mauvaise passe,
non. Le marché est instable en ce moment, le rassurai-je, sachant que le pire était encore à venir. En parallèle, j'ai engagé un détective privé, un professionnel discret et efficace. J'avais besoin de preuves, non pas pour les montrer à Sofia ou pour faire une scène, mais pour les avocats. Des photos, des vidéos, une documentation de toutes leurs rencontres. Le détective a travaillé impeccablement. En 2 semaines, j'avais un dossier complet. On les voyait dans sa voiture. On les voyait entrer dans un hôtel du centre-ville. On les voyait s'embrasser dans un parc, pensant que personne ne les regardait. Avec ces preuves, je suis allé voir le meilleur avocat spécialisé en divorce de la ville. Une femme d'âge mûr, avec un regard froid et une réputation de requin, a écouté mon histoire sans émotion, a examiné les documents et a hoché la tête. Nous avons tout ce qu'il nous faut, a-t-elle dit. Nous avons commencé à préparer les papiers. La maison était à mon nom bien avant le mariage. C'était un héritage de mon grand-père. Sofia n'y avait aucun droit. J'ai commencé à vider discrètement nos comptes joints, transférant l'argent sur un compte séparé dont elle ignorait l'existence, par petites sommes pour ne pas éveiller les soupçons. Chaque actif, chaque investissement, chaque objet de valeur, tout était méticuleusement documenté et protégé. L'avocate m'a expliqué que, selon la loi, Sofia avait droit à la moitié des biens acquis durant le mariage, mais comme la plupart avaient été achetés avec mes fonds et étaient à mon nom avant le mariage, elle n'obtiendrait qu'un minimum. Et avec les preuves de son adultère, même ce minimum pouvait être réduit. Je continuais de jouer mon rôle. Un soir, j'ai invité Marcus à dîner, comme au bon vieux temps. Nous nous sommes retrouvés dans notre bar préféré, où nous passions autrefois des heures à parler de la vie, de nos rêves, de l'avenir. Maintenant, il était assis en face de moi, l'air épuisé et inquiet. Il avait des cernes sous les yeux. Son costume était légèrement froissé, ce qui ne lui ressemblait pas. « Qu'est-ce qui se passe, mon ami » ai-je demandé, feignant une sincère préoccupation. « On dirait que le monde s'écroule autour de toi. » Il a soupiré lourdement et a commencé à se plaindre de la perte de ses clients, de ses problèmes financiers, des crédits qu'il devait rembourser. Il ne comprenait pas pourquoi tout allait de travers, pourquoi la chance l'avait abandonné. J'écoutais attentivement, hochant la tête, posant les bonnes questions. Je lui ai proposé de l'aider à examiner ses finances, à voir où il pourrait optimiser ses dépenses. « Tu as toujours été bon avec les chiffres », a-t-il dit avec reconnaissance. « Je ne sais pas ce que je ferais sans un ami comme toi. » Ces mots auraient dû me blesser, provoquer de la colère ou de la douleur, mais je ne ressentais qu'une froide satisfaction. Il ne savait pas que j'étais l'architecte de sa chute. Il ne savait pas que, pendant qu'il prononçait ces mots, j'étais déjà en train de négocier avec sa banque le rachat de la dette de son entreprise via une société écran. Marcus devait une somme considérable, et la banque était prête à vendre cette dette avec une décote à un investisseur qui pouvait garantir un recouvrement rapide. Par le biais de ma société offshore, j'ai acquis cette dette. Techniquement, Marcus travaillait maintenant pour moi, sans même le savoir. Et au moment opportun, quand je le déciderais, je pourrais lancer une procédure de recouvrement et prendre tout ce qu'il possédait, son bureau, son équipement, sa base de clients, sa réputation. Nous nous sommes serrés dans les bras en nous quittant ce soir-là. Il me remerciait pour mon soutien, pour être resté son ami dans les moments difficiles. Je lui ai tapoté le dos et j'ai souri en le regardant rejoindre sa voiture, courbé sous le poids des problèmes que j'avais moi-même placés sur ses épaules. Tout était prêt, le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à choisir le bon moment pour le refermer. Ce moment est arrivé un vendredi soir, exactement 3 semaines après ce dîner romantique aux chandelles. J'avais soigneusement planifié chaque détail, tel un joueur d'échecs anticipant une partie sur 10 coups. Au petit déjeuner, j'ai mentionné nonchalamment à Sofia que je partais en voyage d'affaires pour le week-end. Une réunion importante avec des clients dans une ville voisine, je devrais passer la nuit à l'hôtel. J'ai vu ses yeux s'illuminer un instant, même si elle a feint la déception avec application. Encore le travail. A-t-elle soupiré, mais j'ai remarqué ses doigts se diriger vers son téléphone. J'espérais tellement que nous passerions le week-end ensemble. Je sais, ma chérie, mais c'est un contrat important. Je serai de retour lundi matin, ai-je menti en l'embrassant pour lui dire au revoir. J'ai délibérément fait ma valise, j'ai délibérément claqué la porte, j'ai délibérément démarré la voiture et je suis parti, sachant qu'elle observait par la fenêtre. Mais je ne suis pas allé loin.
J'ai pris une chambre d'hôtel à 15 minutes de la maison et j'ai contacté le détective. Le plan était simple. Il surveillerait la maison et me préviendrait quand ils seraient tous les deux à l'intérieur. J'ai appelé mon jeune frère, André, la seule personne à qui j'avais raconté la vérité. Il a accepté d'être mon témoin sans poser de questions. Sa loyauté envers moi était inconditionnelle. L'attente était une torture. J'étais assis dans ma chambre d'hôtel, fixant mon téléphone, imaginant Sofia en train d'écrire un message à Marcus, se réjouissant de pouvoir passer tout le week-end avec son amant dans notre maison, dans notre lit. La colère bouillonnait en moi, mais je la gardais sous contrôle. Ce n'était pas le moment pour les émotions. Un calcul froid, voilà ce qui me mènerait à la victoire. À 21h, le détective a envoyé un message, cible numéro 2 arrivée. Les deux sont à l'intérieur. Marcus était arrivé. Je leur ai laissé encore 3 heures. Qu'ils se détendent. Qu'ils se sentent en sécurité. Qu'ils pensent avoir toute la nuit devant eux. Je voulais les surprendre au moment le plus vulnérable. À minuit, je suis sorti de l'hôtel. André m'attendait déjà sur le parking. Le détective était prêt à nous suivre avec sa caméra. Nous avons roulé en silence total. Seul le bruit du moteur rompait le calme nocturne de la ville. Ma maison paraissait tranquille et paisible. La lumière était allumée dans la chambre. La voiture de Marcus était garée juste devant. Il n'avait même pas pris la peine de la cacher. Une telle assurance, une telle insolence. J'ai ouvert la porte avec ma clé, aussi silencieusement que possible. La maison sentait son parfum et son eau de Cologne. L'odeur de la trahison, imprégnée dans les murs de ma maison. Nous avons monté les escaliers. J'entendais des voix étouffées venant de la chambre. Son rire. Ce rire qui, autrefois, faisait battre mon cœur plus vite, ne provoquait maintenant que du dégoût. J'ai ouvert la porte de la chambre d'un mouvement brusque. La scène que j'ai vue restera à jamais gravée dans ma mémoire. Sofia et Marcus dans mon lit, sous ma couette, dans la maison que j'avais bâtie pour notre famille. Le temps s'est arrêté un instant. Son cri a déchiré le silence. Marcus s'est figé. Son visage est devenu blanc comme un linge. Derrière moi, le détective enregistrait tout avec sa caméra. La dernière preuve, bien qu'elle ne fût plus nécessaire. Mais je n'ai pas crié. Je ne me suis pas jeté sur eux, comme ils s'y attendaient probablement. Je suis simplement resté sur le seuil, froid et calme, et je les ai regardés avec une expression qui était pire que n'importe quelle colère, une indifférence totale. « Habillez-vous et sortez », ai-je dit d'une voix égale. « Vous avez 5 minutes. » Sofia a commencé à pleurer. Ses sanglots devenaient de plus en plus forts. Elle a sauté du lit, essayant de se couvrir avec un drap. Son maquillage avait coulé sur son visage. « Chérie, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. On peut tout expliquer. C'est une erreur. Une seule fois je ne sais pas ce qui m'a pris. » Le mensonge coulait de ses lèvres aussi facilement que, jadis, les déclarations d'amour. Je l'ai regardé avec un tel mépris qu'elle s'est tue au milieu de sa phrase. « N'insulte pas davantage mon intelligence, ai-je prononcé doucement. Je sais tout. 6 mois. Chaque rencontre, chaque message, chaque mensonge. Alors n'essaie pas d'inventer de nouvelles histoires. Marcus a finalement retrouvé sa voix. Il s'est levé, enfilant son pantalon, et a tenté de s'approcher de moi, tendant les mains dans un geste suppliant. « Mon frère, écoute, je suis tellement désolé. Je ne le voulais pas. C'est juste arrivé. Tu dois comprendre. » Ne m'appelle pas mon frère, les jeux interrompus, et pour la première fois, des notes d'acier sont apparues dans ma voix. Je n'ai pas de frère traître. Je n'ai d'ailleurs plus de personne nommée Marcus dans ma vie. Ils se sont habillés dans un silence pesant, seulement interrompu par les sanglots de Sofia. Quand ils sont descendus au salon, je les attendais déjà avec mon avocate, arrivée à mon appel, et André, qui se tenait près de la porte, les bras croisés sur la poitrine. J'ai tendu une épaisse enveloppe à Sofia. Elle l'a prise de ses mains tremblantes. Les documents du divorce ont déjà été déposés ce matin, ai-je expliqué. Tu recevras le minimum prévu par la loi, et ce sera très peu. La maison est à moi, la plupart des actifs sont à moi, et j'ai les preuves de ton infidélité. Mon avocate contactera ton représentant.
Prends tes affaires demain en présence de témoins. Laisse les clés sur la table en partant. Sophia est tombée à genoux, s'agrippant à ma veste, me suppliant de lui donner une chance, disant qu'elle m'aimait, que c'était une erreur, qu'elle arrangerait tout. Ses larmes ne me touchaient plus. Je me suis délicatement dégagé de son emprise. Tu as fait ton choix il y a 6 mois. Maintenant, vis avec les conséquences. Puis je me suis tourné vers Marcus. Il se tenait là, la tête basse, incapable de croiser mon regard. J'ai sorti une autre enveloppe de ma poche intérieure et je l'ai jetée à ses pieds. Et pour toi, j'ai une surprise spéciale. Tu te souviens de ce prêt que tu as contracté pour développer ton entreprise? La banque a vendu ta dette. Le nouveau propriétaire de cette dette, c'est ma société. Techniquement, Marcus, tu travailles maintenant pour moi. Et j'ai décidé de lancer la procédure de recouvrement. Tu as 30 jours pour rembourser la totalité de la somme, où je prends tout, ton bureau, ton matériel, ta base de clients, tout ce qui reste de ton entreprise. Il a relevé la tête. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc. Je voyais la prise de conscience s'opérer. La destruction de son entreprise n'était pas un hasard. C'était moi. Depuis le début, c'était moi. Tu as tout planifié, a-t-il haleté. Chaque étape, ai-je confirmé, depuis cette soirée avec le dîner romantique. Vous jouiez à un jeu dont vous ne compreniez pas les règles. Et moi, je jouais au mien. André a ouvert la porte. Il n'avait d'autre choix que de partir. Sophia sanglotait encore. Marcus la soutenait. Tous deux brisés, anéantis. Je les ai regardés marcher vers sa voiture, monter à l'intérieur, et disparaître de ma vie pour toujours. Quand les feux rouges de sa voiture ont disparu au tournant, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle. La maison était de nouveau à moi, silencieuse, vide, mais à moi. Je suis allé au salon, je me suis versé un whisky de cette même carafe que Marcus et moi avions choisi ensemble autrefois, et je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre. La vengeance n'était pas une explosion de rage brûlante. Elle était froide, méthodique, calculée dans les moindres détails. Et elle était délicieusement efficace. Ils avaient tout perdu. Elle, sa maison et sa sécurité financière, lui, son entreprise et sa réputation. Et moi? J'avais perdu mes illusions, mais j'avais conservé ma dignité. Parfois, la meilleure vengeance est de regarder les gens réaliser, bien trop tard, le prix qu'ils ont payé pour leur trahison.